Voilà, on se retrouve toujours au compte du cours pour parler cette fois-ci de la 5e séquence. Cette 5e séquence constitue un tournant dans notre cours parce que tout simplement, nous partons du droit objectif vers les droits subjectifs. À l'entame, à l'introduction, nous avions dit que le droit peut prendre ces deux physionomies, soit le droit objectif, soit les droits subjectifs. Donc, les droits subjectifs, c'est une séquence qui va permettre aux apprenants de cerner la notion des droits subjectifs dans leur diversité. Il s'agit essentiellement de savoir c'est quoi un droit subjectif, mais également quelles sont les formes de ces droits subjectifs. Donc, parler des droits subjectifs, nous allons rappeler la définition pour dire tout simplement que ce sont des avantages, ce sont des prérogatives qui sont reconnus aux personnes et que ces avantages et prérogatives sont octroyés par le droit objectif aux citoyens et que ceux-ci peuvent s'en prévaloir dans leur rapport avec les autres. Donc, ces droits subjectifs que nous réclamons, ces droits subjectifs, en quelque sorte, se répartissent en deux. Nous avons les droits qu'on qualifie de droits patrimoniaux, mais également nous avons des droits subjectifs qu'on qualifie de droits extra-patrimoniaux. Parlant du premier point, c'est-à-dire le droit patrimonial, vous comprendrez que lorsqu'on parle d'un droit patrimonial, c'est un droit qui est évaluable en argent. C'est un droit qu'on peut échanger en argent. Dans certains ouvrages, vous verrez un droit pécuniaire. Autrement dit, c'est un droit qu'on peut monnayer. Nous pouvons prendre, vous avez une propriété, une maison. Vous pouvez l'habiter, vous pouvez revendre votre maison, tout comme vous pouvez donner votre maison. Donc, ces droits que nous pouvons utiliser, c'est ces droits qu'on a qualifiés de droits patrimoniaux. Donc, vous comprendrez que ce sont des avantages que le droit objectif nous accorde. Parce que si nous parlons du droit de propriété, c'est parce qu'il y a un droit objectif, notamment la Constitution, qui nous a dit clairement que le droit de propriété est garanti. Nul n'a le droit d'être, s'il faut dire, dépossédé de ses biens sans qu'il y ait des mesures. Donc, dans ce cadre, nous comprenons que les droits patrimoniaux, ce sont les droits qu'on peut échanger en argent, qu'on peut apprécier en argent. Ce sont des droits qui ont une valeur monétaire. Ces droits patrimoniaux, nous pouvons dire qu'ils se répartissent en droits réels et en droits personnels. Lorsqu'on parle d'un droit réel, il s'agit tout simplement d'un droit qui permet à une personne, c'est-à-dire le titulaire, d'exercer un pouvoir direct et immédiat sur une chose qui l'appartient sans l'entremise d'une tierce personne. Donc, c'est le droit sur la chose que vous êtes propriétaire. Dans ce cas, qu'est-ce qui est possible? Au-delà du fait qu'on peut appliquer les composantes du droit de propriété, autrement dit l'usus, le fructus et l'abusus, c'est que ces droits réels peuvent avoir non seulement des droits réels principaux, mais aussi des droits réels accessoires. Les droits réels principaux reviennent à la même définition qu'on a donnée, mais les droits réels accessoires, on peut dire que ce sont des droits, des pouvoirs qu'un débiteur donne sur sa chose à son créancier dans le but de garantir le paiement d'une créance. Donc, nous pouvons distinguer deux types de droits réels dans ce cadre. Nous avons l'hypothèque et le gage. L'hypothèque, c'est une garantie portant sur un bien immeuble. Lorsque vous placez votre maison, votre terrain, on dit que la maison est hypothéquée, le terrain est hypothéqué. Mais l'hypothèque ne s'applique que sur les biens immeubles. Par contre, il y a le gage, c'est en quelque sorte, c'est une garantie cette fois-ci portant sur un bien meuble. Lorsqu'il s'agit de mettre comme garantie un bien meuble qu'on peut déplacer comme garantie de paiement d'une créance. Mais également, nous avons les droits personnels. Les droits personnels, cette fois-ci, ce sont les droits qu'à une personne est appelée créancier
d'exiger une prestation à une autre personne qu'on a appelée le débiteur. Donc, le droit personnel comporte essentiellement 3 éléments. Nous avons le créancier qui est le sujet actif, nous avons le débiteur qui est le sujet passif et nous avons enfin l'objet. Donc, voilà un peu ce qu'on peut appeler le droit patrimonial ou ces droits patrimoniaux. Ce sont des droits que nous pouvons évaluer en argent, constitués essentiellement de droits réels et de droits personnels. Mais à côté, nous avons des droits extra-patrimoniaux. Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extra-patrimoniaux, ce sont des droits cette fois-ci qui ne sont pas évaluables en argent, qui ne tombent pas dans le commerce juridique. Donc ces droits-là ne sont pas évaluables en argent. Nous pouvons citer les droits familiaux, nous pouvons citer le droit de la personnalité, nous pouvons citer les droits civils, politiques, voire professionnels. Donc ces droits extra-patrimoniaux, comme nous l'avons dit, il faut savoir tout simplement que ces droits extra-patrimoniaux sont caractérisés par ces éléments suivants. C'est que ces droits ne sont pas cessibles, ces droits ne sont pas transmissibles et ces droits ne sont pas saisissables, encore moins prescriptibles. Donc, parler de droits subjectifs revenait tout simplement à montrer que ces avantages que le droit objectif nous accorde se divisent en deux. Ce soit des avantages que nous pouvons monnayer, échanger en argent, soit des avantages qui restent inhérents à la nature humaine, donc des avantages cette fois-ci qui tombent sous le coup des droits extra-patrimoniaux. Donc, ces deux compartiments vont nous permettre cette fois-ci d'aborder très prochainement la 6e séquence où on parlera d'outils, s'il faut dire, les sources du droit subjectif. Donc, vous comprendrez que la séquence 6 s'intitule les sources du droit subjectif. Autrement dit, il s'agit de voir ces avantages que nous avons vus, d'où viennent-ils. Je vous remercie.